Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité et des idées. On va se pencher aujourd'hui sur un sujet passionnant, une conférence débat qui s'est tenue à l'université virtuelle Alfic en mars 2025. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, c'était assez marquant. Le thème principal, c'était une étude conjointe menée par le HCP, le Haut Commissariat au Plan et ONU Femmes Maroc. D'accord. Et ils se sont penchés sur les inégalités de genre au Maroc. Un sujet brûlant, hein? Ah oui, toujours d'actualité, malheureusement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont analysé tout ça à travers le prisme des objectifs de développement durable, les ODD. Les fameux ODD, oui. Exactement. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de plonger dans cette conférence débat, de comprendre les différents points de vue qui ont été exprimés. On a la chance d'avoir les interventions de 3 experts marocains, chacun avec sa propre perspective. 3 experts. C'est parfait pour avoir un débat riche. Absolument. On va découvrir les analyses d'Anan Benchakroun, un chroniqueur de l'ODJ Média. Il apporte un regard critique, un peu piquant, très journalistique, on va dire. Ça promet d'être intéressant. Ensuite, on va écouter le professeur Azzedine B, un sociologue spécialisé dans les politiques publiques, et bien sûr, les questions de genre. Lui, il va nous apporter une analyse plus structurée, plus académique. 2 visions déjà bien différentes. Et le troisième expert. Alors, le troisième expert, c'est le docteur Mohamed Kay, membre du Conseil des oulémas. Sa perspective est très intéressante car elle est ancrée dans les valeurs islamiques. Il va nous donner une lecture traditionnelle de la question. Ah oui, ça va permettre de confronter des visions du monde assez différentes, hein? Exactement. Et ce qui est important de noter, c'est que la conférence débat s'est articulée autour de 8 questions clés soulevées par l'étude. On va donc suivre ce fil conducteur, explorer les réponses et les arguments de chaque expert. On va voir qu'ils sont parfois d'accord, parfois en total désaccord. 8 questions, 3 experts. Ça nous promet un voyage captivant. Tout à fait. Avec Ben Chakroun, on aura une vision engagée, critique. Avec le professeur Azzedine Bey, une analyse plus scientifique, plus distanciée. Et avec le docteur Mohamed K, une approche traditionnelle. Parfait, on est prêt à plonger. Alors, commençons par la première question. La question fondamentale de cette étude, quel était son objectif principal? Ben Chakroun, dans son intervention, il dit que l'objectif principal, c'était de mettre l'égalité de genre au cœur du développement durable au Maroc. Pas juste en parler, mais vraiment l'intégrer dans toutes les politiques. Exactement. Et pour ça, il fallait aller au-delà des simples statistiques. Oui, l'idée, c'était de créer un système de données. Un système qui permette de mesurer l'impact réel des politiques publiques sur la vie des femmes. Et d'identifier les domaines où les inégalités sont les plus flagrantes. Absolument. Et pour y arriver, ils ont utilisé des méthodes assez pointues. Bejakun parle notamment de la décomposition d'Oaxaca Blinder. Ça me dit quelque chose, mais rafraîchissez-moi la mémoire. En gros, c'est un outil statistique qui permet d'analyser les écarts de salaire entre hommes et femmes. Ah oui, je vois. On peut voir si ces écarts sont dus à des différences de qualification, d'expérience, ou s'il y a une part de discrimination pure et simple. Intéressant. Ben Chakroun, il voit ça comme un outil essentiel pour comprendre les mécanismes qui créent ces inégalités. Aller au-delà du simple constat. Oui, et l'étude a aussi analysé les liens entre l'égalité de genre et les autres ODD, tous les autres objectifs. Montrer que tout est lié. C'est ça. Pour eux, le genre, c'est une variable essentielle du développement, on ne peut pas l'ignorer. Bachakoun parle même de justice épistémique. Justice épistémique, Dent. En gros, il faut que les expériences des femmes soient reconnues, qu'on les prenne en compte dans l'analyse. Hmm, intéressant. Mais du côté du professeur Azedenbi, on a une vision un peu différente, non? Oui, lui, il est plus critique, plus réservé, on va dire. Il voit cette étude comme un exercice de validation institutionnelle, un symbole plus qu'un réel outil de changement. Un peu de communication pour les organisations internationales. C'est l'impression qu'il donne. Il pense que ce genre d'étude sert plus à montrer qu'on fait quelque chose qu'à transformer les choses en profondeur. Je vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il critique ce qu'il appelle la technicisation du discours. La technicisation d'un. Oui, il dit qu'on se focalise trop sur les chiffres, les indicateurs, les statistiques. Ça donne une illusion de rigueur scientifique, mais ça masque la dimension politique de l'égalité de genre. C'est une question de pouvoir, en fin de compte. Exactement. Et Azzedine B, il met en garde contre une vision trop universaliste du développement. Il faut prendre en compte les spécificités du Maroc, adapter les solutions. Pas juste copier-coller des modèles occidentaux. C'est ça. Et le docteur Mohamed K, lui, il aborde la question avec un tout autre prisme. Le prisme religieux. Oui, il voit cette étude comme une tentative d'imposer une vision occidentale des relations hommes-femmes. Sous couvert de développement durable. Exactement.
Il parle d'une idéologie d'égalité absolue, qui serait contraire à la complémentarité naturelle entre hommes et femmes, selon la tradition islamique. Il crée une perte de repères. Oui, il s'inquiète pour la famille, le rôle des mères, l'autorité des pères. Des valeurs fondamentales pour lui. Absolument. Il voit dans cette étude une promotion de valeurs individualistes qui vont à l'encontre des fondements de la société marocaine. On a donc trois visions très contrastées dès le départ. C'est ça qui rend la chose passionnante. On voit que la question de l'égalité de genre au Maroc, elle est loin d'être simple. Passons à la deuxième question, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui a motivé cette étude? Pourquoi l'a-t-on réalisée? Belchakroun, il explique que c'est parti d'un constat. Il manque de données précises sur les inégalités entre hommes et femmes. Des données chiffrées, détaillées. Oui, des données désagrégées par sexe, comme on dit. Sans ça, on ne peut pas comprendre les inégalités structurelles. On reste à la surface du problème. Exactement. L'étude, elle devait servir à produire des connaissances utiles qui permettent d'orienter les politiques publiques. Des connaissances qui ont un impact réel. C'est ça. Et ce qui différencie cette étude, selon Benchakroun, c'est son ambition. Il parle d'ambition systémique. Oui, l'idée, c'était d'analyser les liens entre l'égalité de genre et tous les autres ODD, montrer que c'était un élément central. Un fil rouge qui traverse tout. Exactement. Il fallait rendre visibles les discriminations invisibles, celles qui sont cachées dans les pratiques quotidiennes. Changer le regard sur le développement. C'est ça l'objectif. Mais le professeur Azzedine Bi, lui, il est beaucoup plus critique. Il n'est pas convaincu par la nouveauté de l'approche. Non, il dit qu'on ne fait que recycler le principe de l'intégration de la dimension de genre. Un concept déjà bien connu. Oui, et il regrette le manque de réflexion sur les dynamiques de pouvoir. Le pouvoir, encore une fois. Oui, pour lui, l'étude fait une hypothèse un peu naïve, que de meilleures données vont automatiquement entraîner des changements. Comme si les choses allaient se faire toutes seules. C'est ça. Il oublie les résistances, les blocages, les intérêts en jeu. La réalité du terrain, quoi. Exactement. Et Azzedine B, il regrette aussi que l'étude ne s'appuie pas sur les travaux des féministes marocaines. Qui ont pourtant beaucoup à dire sur le sujet. Oui, il y a tout un corpus de recherche, d'analyse qui est ignoré. Un manque d'ouverture. C'est son point de vue. Et il met en garde contre une monopolisation de la connaissance par les experts. Les chiffres ne disent pas tout. C'est ça. Le docteur Mohamed K, lui, il voit les choses encore différemment. Il perçoit une volonté de changer la société en profondeur. Oui, il parle de réingénierie sociale. L'idée, selon lui, c'est de redéfinir les rôles de chacun, en s'inspirant de modèles étrangers. Des modèles occidentaux, bien sûr. Oui, il voit ça comme une tentative de relativiser les valeurs islamiques. Et d'imposer un modèle individualiste. Exactement. Il s'inquiète du message envoyé aux jeunes générations. Un message qui pourrait les déstabiliser. C'est sa crainte. Pour lui, le Maroc a déjà ses propres repères, ses propres valeurs. Il n'a pas besoin d'importer des modèles étrangers. On voit bien que la question de l'égalité de genre, elle est aussi une question de valeur, de culture. Tout à fait. La troisième question abordée lors de la conférence, c'est l'accès des femmes aux droits fonciers. La terre, un sujet sensible au Maroc. Oui, et l'étude met en avant une inégalité flagrante. Seulement 6,9% des femmes qui travaillent dans l'agriculture ont des droits formels sur les terres. Contre 36,8% des hommes. Un écart énorme. Benchakroun, il qualifie ça d'alarmante. Il explique que ces inégalités, elles sont ancrées dans la culture rurale. Une culture patriarcale. Oui, les traditions successorales, la famille élargie, le manque d'informations, tout ça joue un rôle. Et les procédures administratives qui n'arrangent rien. Benchakroun dénonce aussi des pratiques discriminatoires. Donc, l'accès à la terre, c'est un vrai parcours du combattant pour les femmes. Mais le professeur Azzedine Bi, il nuance un peu le propos. Il ne nie pas le problème, mais... Il met en garde contre une vision trop simpliste. Donner des titres de propriété aux femmes ne résoudra pas tout. C'est ça. Il faut prendre en compte les logiques communautaires, les différentes pratiques qui existent. La réalité est complexe. Oui, et il craint que trop de formalisation ne détruise des formes d'organisation traditionnelles. Même si elles ne sont pas parfaites. C'est ça. Et Azzedine B, il s'inquiète aussi de l'instrumentalisation du discours sur les droits fonciers. Instrumentalisation. Oui, il craint que ça serve les intérêts des grands propriétaires, des acteurs économiques puissants. Au détriment des petits exploitants. Exactement. Le docteur Mohamed K, lui, il rejette complètement cette vision des choses. Il dit que c'est une vision étrangère à la tradition marocaine. Oui, il s'oppose à l'idée que les femmes doivent avoir les mêmes droits fonciers que les hommes. Ça contredit les règles de la charia. C'est son argument. Il dit que la charia est juste, elle prend en compte la responsabilité des hommes de subvenir aux besoins de la famille.
Donc pas besoin de changer les choses. Pour lui, la répartition actuelle, elle est équilibrée, elle respecte un ordre naturel. Et les femmes, elles participent déjà à l'exploitation des terres, d'une manière ou d'une autre. Oui, au sein de la famille, selon des arrangements traditionnels. Pas besoin de titre de propriété individuel. C'est sa vision. Passons maintenant à la quatrième question. L'autonomie des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive. Un autre sujet délicat. L'étude, elle révèle un paradoxe. Les femmes ont accès à l'information, aux services de santé, mais leur autonomie reste limitée. Seulement 40% d'entre elles peuvent prendre des décisions sur tous les aspects de leur santé sexuelle et reproductive. Penchakon, il souligne que les femmes peuvent choisir leur contraception, consulter un médecin. Mais elles ont du mal à refuser des relations sexuelles. C'est ça le problème. Il y a encore beaucoup de tabous, de contrôle social, de pression de la part du conjoint. La sexualité féminine reste un sujet tabou. Et l'étude montre un écart important entre les femmes des villes et celles des campagnes. Celles des campagnes sont encore plus soumises aux traditions. Le professeur Azedinbi, lui, il s'interroge sur la notion d'autonomie. Il dit que l'étude confond autonomie et individualisme. Oui, il rappelle que dans la culture marocaine, les décisions sont souvent prises en famille, en couple. C'est une vision plus collective. Exactement. Azedinbi, il critique l'application d'un modèle occidental d'autonomie individuelle. Un modèle qui ne serait pas adapté au contexte marocain. C'est ça. Et il regrette que l'étude ne s'intéresse pas à la transformation des masculinités. Comment les hommes vivent-ils ces changements? C'est une question importante. Azedinbi, il plaide pour une autonomie relationnelle. Basée sur le dialogue, la négociation au sein du couple. Le docteur Mohamed Kar, lui, il rejette complètement le concept d'autonomie en matière de santé sexuelle et reproductive. Il voit ça comme une idée importée de l'Occident. Oui, pour lui, ça va à l'encontre des enseignements de l'islam. La famille, le mariage, ce sont des valeurs sacrées. Et les décisions doivent être prises en concertation dans le respect mutuel. Pas de manière unilatérale. On voit bien que sur cette question aussi, les avis divergent. 5e question maintenant. Comment l'étude analyse-t-elle les liens entre les ODD et l'égalité de genre là? Penchakroun, il explique qu'ils ont utilisé le concept d'interlinkage, d'interconnexion. Pour montrer que l'égalité de genre a un impact sur tous les autres DDD. C'est ça. L'ODD numéro 5, sur l'égalité, il est vu comme un levier transversal. Un levier pour la réduction de la pauvreté, pour la santé, l'éducation, le travail décent. Ils ont utilisé des modèles économétriques pour mesurer ces liens. Des outils statistiques complexes. Oui, ils se sont appuyés sur des données de l'ENNVM, l'enquête nationale sur le niveau de vie des ménages. Des données très précises. Ils ont mis en évidence des corrélations, par exemple, entre le niveau d'éducation des femmes et la réduction de la pauvreté. Plus les femmes sont éduquées, moins il y a de pauvreté. C'est l'idée. Le professeur Azedinbi, lui, il est plus sceptique face à cette approche d'interdépendance. Il dit que ça donne une vision trop linéaire, trop simpliste. Oui, ça masque les conflits sociaux, les dynamiques de pouvoir. On oublie que la réalité est plus complexe. Et Azedinbi, il critique le recours à l'économétrie. Trop de chiffres, pas assez de prise en compte des réalités locales. Et il n'est pas d'accord avec l'idée de faire de l'égalité de genre le levier central du développement. Ça invisibilise d'autres formes d'inégalité. Le docteur Mohamed Kay, lui, il voit ça comme une inversion des priorités. Mettre l'égalité de genre au-dessus de tout, ça ne va pas. Pour lui, le développement doit se baser sur la foi, la famille, la solidarité. Le respect des rôles naturels de chacun. Il perçoit l'insistance sur l'égalité comme une tentative de déconstruire les valeurs de la société marocaine. Encore une fois, cette peur de l'influence occidentale. 6e question. Parmi les ODD, lesquels contribuent le plus à la réduction de la pauvreté? Penchakroun, il présente une hiérarchie. Oui, il met l'ODD sur l'éducation en tête. L'éducation de qualité, c'est le plus important. Ensuite, la santé, puis l'égalité de genre, le travail décent, l'eau potable, la réduction des inégalités. On voit que l'égalité de genre est importante, mais pas au sommet. Penchakroun, il insiste sur le fait qu'on ne peut pas lutter contre la pauvreté sans s'attaquer aux inégalités de genre. C'est un tout. Il plaide pour des politiques éducatives différenciées, des budgets qui prennent en compte le genre. Des mesures concrètes. Le professeur Azedinbi, lui, n'est pas convaincu par cette hiérarchisation des ODD. Il dit que ça technicise le problème. On réduit la pauvreté à des pourcentages des indicateurs. On oublie la dimension humaine. Azedinbi, il rappelle que la pauvreté, c'est multidimensionnel. Ce ne sont pas juste des chiffres. Et il pointe le décalage entre les politiques et les réalités locales. Ce qui marche sur le papier ne marche pas forcément sur le terrain. Le Dr Mohamed Kay Fala, lui, il voit ça comme une vision purement technocratique.
On oublie les fondements moraux et spirituels. Pour lui, la lutte contre la pauvreté, c'est d'abord une question de justice, de solidarité. La zakat, la famille, ce sont les piliers de la société. Pas l'égalité de genre. On arrive à la 7e question. Pourquoi l'éducation des filles est-elle si importante? Ben Chakron, il présente l'éducation des filles comme un levier essentiel. Un investissement stratégique. Ça a un impact sur la santé, la pauvreté, l'emploi, l'égalité de genre. Et même sur l'accès aux ressources. L'éducation permet aux filles de connaître leurs droits, de retarder le mariage, De mieux gérer leur santé. pour trouver un travail qualifié. C'est un cercle vertueux. Ben Chakron insiste sur l'impact intergénérationnel. Les filles éduquées élèveront des enfants éduqués. Le professeur Azzedine Bie, lui, il met en garde contre l'instrumentalisation de l'éducation des filles. On ne doit pas la réduire à un simple outil de développement. Il rappelle que l'école n'est pas toujours un espace neutre. Elle peut reproduire des discriminations. Et Azzedine Bie, il critique le fait de se focaliser uniquement sur les filles. Il faut aussi s'intéresser à l'éducation des garçons. Le docteur Mohamed Kay, lui, il voit dans l'insistance sur l'éducation des filles une volonté de transformer la société. Une volonté d'imposer un modèle occidental. Il dit que l'islam n'est pas contre l'éducation des filles. Mais il faut qu'elle soit en accord avec les valeurs islamiques. Il s'inquiète du modèle de la fille émancipée. Un modèle qui la couperait de ses racines, de sa famille. Dernier point. Les recommandations de l'étude pour intégrer l'égalité de genre dans les politiques publiques. Bedakron, il propose 3 axes d'action. Produire des données, mettre en place une budgétisation sensible au genre, renforcer les institutions. Des mesures concrètes. Il faut intégrer des indicateurs de genre dans les statistiques. Analyser l'impact des budgets sur les femmes. Former les fonctionnaires, créer des institutions dédiées à l'égalité. Un vaste programme. Le professeur Azzedine Bie, lui, il voit ça comme un simple renforcement de la bureaucratie. Pas de réel changement politique. Il dit qu'on a déjà beaucoup de données, mais qu'on n'agit pas. Le problème, c'est le manque de volonté politique. Il critique la budgétisation sensible au genre. Ça devient une simple case à cocher. Et le renforcement des institutions, ça reste souvent superficiel. Sans réel pouvoir, sans suivi. Le docteur Mohamed Kay, lui, il voit dans ses recommandations une tentative d'imposer un agenda idéologique étranger. Encore une fois. Il dit que le problème, c'est la perte de valeur morale et spirituelle. Pas le manque de données ou d'institutions. Il craint que la budgétisation sensible au genre ne crée des discriminations inversées. Et que la multiplication des institutions ne conduise à une bureaucratisation excessive. Voilà, on arrive au terme de notre exploration. On a vu que les points de vue sur l'égalité de genre au Maroc sont très divers. Parfois contradictoires. Ben Chakoun met l'accent sur la complexité des réalités locales, la technicisation du discours. Azzedine Bey souligne les limites des outils statistiques, l'importance des rapports de force. Mohamed Kay défend une vision traditionnelle ancrée dans les valeurs islamiques. L'égalité de genre, c'est une question complexe qui touche à des valeurs fondamentales. Des politiques d'égalité efficaces, ça demande une compréhension profonde de la culture, un dialogue entre les différentes perspectives. Et une reconnaissance de la pluralité des points de vue. On vous laisse réfléchir à tout ça. Comment concilier tradition et modernité? Comment atteindre une égalité juste et équitable qui respecte les valeurs de la société marocaine? De belles questions pour l'avenir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle plongée.